Alors, ma présentation va être structurée en plusieurs temps. Je vous propose tout d'abord de commencer par une approche historique des interfaces graphiques, des interfaces que les graphistes manipulent au quotidien. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde un peu la situation de production et les conditions de travail des designers, les designers sont confrontés à un monopole en phase 2, c'est-à-dire qu'un monopole des outils et un monopole des logiciels qui leur sont mis à disposition pour la création graphique. Donc ce que je vous propose, c'est, pour pouvoir le questionner, ce monopole, je pense que c'est essentiel de comprendre d'où il provient. Donc je vous propose de brosser dans un premier temps, de faire une petite histoire de ces interfaces, d'où elles viennent, de vous expliquer aussi une histoire parallèle à ces interfaces graphiques et comment est-ce qu'une forme de convergence pourrait intégrer le numérique non plus comme une simulation du réel, mais intégrer sa condition propre et sa matérialité propre dans des projets. Et pour cela, je vous propose de vous présenter 2 projets qui questionnent à leur manière, dans leur contexte, cette notion d'outil et cette notion de matérialité numérique. Alors, voilà. Je ne vais pas parler sur la première slide, je vous laisse écouter ce qui est dit. Now I'm going to draw a second line. There we go. And even a third one. Now, in an ordinary pencil and paper drawing, all we have is this particular picture. But the computer understands the geometry of the drawing here. What do I mean? I mean that if I point at this particular point and tell the computer to move that point by another push-button command, it will move not only that point, but all 3 lines that are attached to it. And the delay between it's doing what you want it to is because it's computing all these changes. That's correct. Vous avez vu la réaction du journaliste quand Ivan Sutherland, qui est la personne qui a conçu cette machine qui s'appelle Sketchpad, c'est à la fois une machine et une interface. En fait, Ivan Sutherland, lors de sa thèse au MIT, en 1963, propose Sketchpad, qui est c'est le premier logiciel de conception assistée par ordinateur. Donc, ça permet de dessiner des formes vectorielles dans des espaces virtuels représentés à l'écran. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un écran d'oscilloscope et puis il a demandé au balayage de l'oscilloscope non plus de dessiner des lignes comme ça, mais de balayer des formes géométriques. Alors, regardez, voilà, on voit, alors ça intègre de la 3D, ça intègre tout un paquet de choses qui sont extrêmement précurseurs, et c'est la première interface graphique qui fasse le pont entre l'homme et la machine. Donc, il développe un outil qui s'appelle le crayon optique, où en fait on pointe en vraie grandeur les choses à l'écran, et l'oscilloscope qui sert d'écran permet de récupérer les positions des points et donc de dessiner. Donc, avec cette interface, alors il y a le crayon optique à droite, à gauche il y a ce qu'on appelle des push button commands, en gros un espèce de clavier indexé sur une grille orthogonale. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la proximité avec une tablette Wacom, elle est assez directe, et en fait pour la première fois on a une image de ce qu'on est en train de dessiner. Par la suite, les interfaces vont se développer, et en fait, ce qui est assez étonnant, vous allez voir dans cette histoire, c'est que ce n'est pas du tout une histoire progressive. C'est que c'est une histoire qui est faite de moments et de ruptures où les choses et les inventions vont s'accélérer et vont être inventées par blocs. Tout va se matérialiser. Par exemple, juste après Sketchpad, alors là, on n'est plus au MIT, on est à Stanford. Au début de l'histoire des interfaces homme-machine, la recherche se fait vraiment dans le champ dans les universités. Vous allez voir que ça va se déplacer un peu par la suite. Ça, c'est le travail et c'est l'invention de Douglas Engelbart qui, à Stanford, pour un système qui s'appelle le Online System, développe cet objet-là qui va s'appeler la souris. Alors, la souris, c'est extrêmement intéressant. La souris, alors c'est le dispositif à droite, donc la souris, ce qui est particulier, c'est que ça déconnecte le mouvement
d'un pointeur à l'écran de son action physique. C'est-à-dire que vous ne pointez pas en vraie grandeur les choses à l'écran, et donc vous ne faites pas des grands mouvements dans votre espace devant votre ordinateur. Par contre, vous manipulez très simplement avec votre main, et c'est l'accélération qui fait le déplacement du pointeur. Alors, Engelbart a présenté tout un paquet d'inventions lors d'une conférence à San Francisco en 1968, qui a été renommée par la suite « The Mother of All Demos », en gros, la mère de toutes les démos, là où énormément de choses ont été posées. Lors de cette démo, il propose l'hypertexte, la visioconférence, l'affichage graphique, l'interface utilisateur, etc., etc., etc. Donc, avec sa souris, il imagine un dispositif numérique qu'il va appeler un pointeur. Donc, ça, c'est une image de l'écran projetée durant The Mother of All Demos. Donc, alors, je vous conseille d'aller voir cette présentation. On la trouve sur YouTube. Ça dure 1 heure. C'est un petit peu long, mais c'est assez fascinant de voir que, en fait, tout est arrivé d'un coup. Il n'y a pas eu une évolution très progressive, et la chose s'est faite de rupture, alors que techniquement, il n'y en avait pas, mais par contre, c'était plutôt des ruptures dans les schémas de pensée et les schémas de design en termes d'interaction. Au passage, Engelbart propose également un écran qui n'est plus un écran vectoriel comme le Sketchpad, mais qui va être un écran à base matricielle et donc à base de pixels. Donc ça fait également rupture. Donc, toute cette recherche, voilà, les choses sont établies. Le online system, c'est un système qui prend à peu près la moitié de la pièce, là. C'est une version. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la recherche et le développement de ces objets techniques va se déplacer progressivement dans le champ de la sphère privée. Pourquoi dans le champ de la sphère privée ? Simplement parce qu'une entreprise qui, à l'époque, est extrêmement puissante, donc Xerox, souvenez-vous, au milieu des années 50, Xerox a inventé le photocopieur. Et le photocopieur, Xerox en a posé partout, dans tous les bureaux et dans toutes les agences aux États-Unis. Et Xerox, avec ce photocopieur, accompagne... il y a tout un mobilier qui accompagne ce photocopieur, et Xerox se dit, OK, nous sommes on propose de l'innovation dans la sphère du bureau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ordinateurs pour qu'ils pénètrent la sphère du bureau ? Et en fait, Xerox constitue un labo de recherche qui s'appelle le PARC, le Palo Alto Research Center, où ils se disent qu'ils vont faire rentrer les ordinateurs dans les bureaux, et donc ils vont constituer des équipes de chercheurs, et ils vont avoir beaucoup de flair pour regrouper entre eux, une équipe qui va arriver à démocratiser l'ordinateur et faire passer l'ordinateur de la recherche universitaire à ce qu'on appelle l'informatique personnelle. Pendant 4 ans, je vais parler de quelques chercheurs en particulier, mais les chercheurs vont travailler à produire une machine qui s'appelle l'Alto. Donc ça, c'est cette machine qui est terminée en 1973, et c'est la première machine personnelle d'un format réduit qui propose tout un tas de modalités, et notamment une interface graphique. Et une interface graphique qu'ils définissent comme WYSIWYG. WYSIWYG, ça signifie « What you see is what you get ». What you see on screen is what you get on the printer. Good morning. Good morning. You come into your office, grab a cup of coffee, Morning, Fred. and a Xerox machine presents your morning mail on a screen. What's the mail this morning? This one looks interesting. Let's take a look at this. I'm going to need a couple of copies of this. Push a button, and the words and images you see on the screen appear on paper. Oh, thank you. Thank you, Fred. Vous voyez, cette publicité, elle est très manifeste de ce que Xerox défend. Observez également le format de l'écran. Il est au format légal, l'équivalent du A4 américain. Donc l'équivalence numérique imprimée est directe et affirmée et vendue comme un outil qui permet à chacun
de travailler avec un ordinateur. Parce que l'enjeu, c'est évidemment, vous avez vu Engelbart, c'est les computer scientists les plus éminents du monde qui proposent ces interfaces-là, et Xerox se dit, j'aimerais bien ne pas avoir besoin d'une thèse en informatique pour pouvoir utiliser un ordinateur. Et voilà, les gens dans les bureaux, a priori, on a besoin de leur faire une interface pour faciliter l'utilisation des choses. Et donc, ils vont inventer un paradigme d'interface. Donc ça, c'est l'interface de l'Alto. Donc, avec leur souris, leur écran matriciel, leur pointeur et leur fenêtre, ils vont constituer un paradigme d'interface qu'on appelle WIMP, Windows Icon Mouse Pointer, et en gros, voilà, on interagit avec des fenêtres, une souris physique qui déplace un pointeur virtuel à l'écran, et tout ça constitue une métaphore intéressante et pratique pour les novices et pour se servir d'un ordinateur quand on ne sait pas programmer. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que Xerox, à l'époque, est une société extrêmement puissante pour développer de la technologie, pour développer des machines, mais ne sait absolument pas les vendre. Ils n'ont aucune puissance de marketing, ils ne savent pas comment brander un ordinateur et comment faire comprendre au grand public que c'est un outil important pour eux. Ils ont pourtant parmi leurs rangs des personnalités éminentes. Ce monsieur qu'on voit à l'écran, c'est Alan Kay. Alan Kay travaille chez Xerox depuis les années 70. Il a travaillé sur des machines bien particulières qu'on appelle des Lisp machines, des machines qui intègrent dans leur jeu d'instruction de processeur un interpréteur pour un langage qui s'appelle Lisp, qui a été un langage essentiel pour l'avancée des langages de programmation. Et Alan Kay va développer notamment le premier langage de programmation orienté objet qui s'appelle Smalltalk, sur lequel sera basée toute l'interface de l'Alto. Donc, et Alan Kay, au passage, en plus d'être un penseur important et un très grand technicien, c'est lui qui va travailler sur la carte du CPU de l'Alto, il va travailler aussi sur la machine suivante. Alors, juste l'Alto, ils comptaient le vendre, ils n'ont jamais réussi à le vendre, et le coût de vente à l'époque, c'est 150 000 $. Et donc voilà, ils n'en ont même pas vendu un seul, je crois. Bon. Mais quand même, Xerox obtient, et Alan Kay développe pour la machine suivante, le Star, qui sort en 81. Ils vont prendre en fait la métaphore du WIMP et ils vont le pousser beaucoup plus loin. Et ils vont se dire, dans les bureaux, les personnes, les secrétaires, tous les gens qui sont amenés à travailler avec du papier ont un environnement qui leur est très familier, qui est constitué de petits objets. Et ces petits objets sont des dossiers, une corbeille, des fichiers, pourquoi pas des imprimantes Xerox. Et en fait, ils vont se dire, mais tiens, une manière de savoir comment, à quoi correspond une fonction informatique, c'est peut-être de représenter l'objet qui l'évoque. Et donc ici, pour ranger des fichiers, vous voyez les petits fichiers à gauche, on les met dans des dossiers. On a une petite icône de dossier. Pour jeter un document, pour ne plus avoir un document sur son espace de travail, on le met à la poubelle. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on va appeler plus tard la métaphore du bureau, c'est-à-dire comment est-ce que des objets représentent leur fonction, ce qu'on appelle des affordances en théorie de l'interaction. L'affordance, c'est la capacité d'une représentation à caractériser sa fonction. Donc, tout cela est formidable. Vous voyez comment... alors là, c'est la publicité de Xerox à l'époque sur le Star. Donc, vous voyez, le WYSIWYG est extrêmement installé. Hein, c'est très direct, l'équivalence entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on a à l'impression. Et en plus, c'est très pratique à utiliser puisque notre petite calculette a la même forme que la calculette qui est posée à droite de la souris. Et donc, il y a une équivalence très directe. Alors, ces affordances ont évidemment plein d'avantages. Elles sont destinées à rendre l'ordinateur facile d'utilisation, puisque les fonctions, on les connaît directement. Évidemment, il y a une limite inhérente au principe de représentation virtuelle d'un objet physique, c'est qu'on ne peut représenter que des objets physiques. Donc, vous allez voir ça, on va en parler par la suite. Ce qui se passe, c'est que en fait, Xerox, après avoir réuni des chercheurs éminents, se dit que finalement,
Au bout d'un moment, les chercheurs qui sont chez Xerox se disent « Ok, nous on développe des technologies incroyables et en fait, ils n'arrivent pas à les vendre et ça ne pénètre jamais le grand public. » Donc au bout d'un moment, ça va agacer pas mal. Et ces deux-là sont deux ingénieurs qui travaillent chez Xerox. Ils travaillent sur un langage qui s'appelle Interpress, qui sert à faire communiquer l'imprimante Xerox avec le Star. Et ils s'appellent John Warnock et Chuck Gensk. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ils en ont un petit peu marre. Ils se disent, tiens, Interpress, c'est quand même une technologie assez prometteuse. On va la prendre, on va l'amener chez nous, et puis on va l'appeler autrement, on va l'appeler PostScript. Voilà. Donc, PostScript, pour ceux qui ne savent pas, c'est le langage de description graphique qui est à la base du PDF et qui est à la base de toute la chaîne graphique. Ils vont monter la société Adobe avec ça, et par la suite, vous allez voir les développements. Donc Xerox, à l'époque, comme il y a un premier pillage qui se fait, et puis à l'époque, à la Silicon Valley, l'Alto, il n'est pas montré, Xerox communique très très peu dessus, et donc c'est difficile de le voir. Et il y a une histoire fameuse qui raconte qu'en 1976, Steve Jobs, qui à l'époque est un petit gars, hein, il fabrique ça. C'est pas un industriel puissant, c'est des gens qui fabriquent des ordinateurs pas chers, un interpréteur basique. C'est un langage très simple, bon, c'est à brancher sur une télé, c'est vraiment domestique, et il n'y a rien d'extraordinaire, il n'est pas très crédible. Mais Steve Jobs se dit, tiens, j'ai entendu parler de cette chose au Palo Alto Research Center, de cet Alto que je n'ai pas vu, et donc il se dit, bah, tiens, j'aimerais bien aller acheter un coup d'œil. Et en fait, il va prendre carrément des parts dans la société Xerox, il va carrément acheter des parts pour pouvoir avoir le droit d'aller voir et rencontrer des ingénieurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va visiter en 1979 le parc, il va se dire, tiens, tout ça c'est intéressant. Et derrière, il va construire une machine qu'il va appeler le Lisa et qui va donner à la suite une autre machine. Mais le Lisa sera un échec commercial. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une pré-version avant ça qui s'appelle le Macintosh, qui sort en 84 et qui va, ça va être le jackpot pour Apple. Ils vont réussir à produire une machine pas chère qui coûte $5 000, que tout le monde peut utiliser et qui a une interface graphique et qui est en plus livrée avec ça. Le LaserWriter, une imprimante qui communique en PostScript sous licence avec la société Adobe. Donc, il y a un espèce d'écosystème qui se crée d'un coup entre Adobe, Apple autour du PostScript. Donc là, clairement, le duo est installé et en fait, ils font la course en tête pour la PAO. Un an plus tard, la société Aldus propose ce logiciel qui s'appelle PageMaker qui permet de faire de la mise en page de la même manière que ça. C'est exactement la même chose. Si vous regardez en termes si vous essayez de décortiquer tous les éléments qui composent l'écran, donc une barre de menu, des toolbars, un espace virtuel, une page virtuelle, des outils virtuels, on a une petite réglure comme au temps des manuscrits, et vous voyez que les métaphores sont strictement les mêmes. Aldus PageMaker, c'est 85, et ça, c'est une version CS6 de InDesign. Donc la situation contemporaine, c'est celle-là, et donc vous voyez d'où ça provient. La barre d'outils de MacPaint, qui était le premier logiciel, le premier éditeur graphique qui était lié de manière native avec le Mac. Photoshop, vous voyez, on a un petit pinceau, une petite gomme, un petit truc pour recadrer, une plume. Donc vous voyez que la correspondance entre un objet physique et un objet numérique est directe, et en fait ce que ça fait, c'est reprendre les affordances d'Alan Kay, en gros des images qui représentent leurs fonctions, et pour les projeter dans un espace numérique. Alors ça a ses limites, hein, une baguette magique, qu'est-ce que ça fait dans un espace numérique? A priori, avant de l'utiliser, on a du mal à savoir ce que c'est. Bref. Il y a eu des expériences qui ont poussé plus loin le champ de la représentation physique d'objets numériques. Ça c'est des logiciels des années 90, mais ça c'est des logiciels destinés aux non-professionnels.
Mais dans le champ de l'informatique professionnelle, dans le champ de la musique, l'ensemble par exemple, les synthétiseurs qui sont supposés les synthétiseurs virtuels qui sont supposés émuler des machines physiques, voilà, ça c'est un logiciel tout à fait professionnel d'émulation d'un synthétiseur des années 70. Et vous imaginez comme c'est pratique pour changer la fréquence d'un son, d'avoir avec sa souris de tourner un potentiomètre. Voilà, on est face à des aberrations de ce type-là. Donc, vous comprenez, ces logiciels, vous voyez bien d'où ils sont extraits et quelles sont les règles mises en jeu. Alors, évidemment, ils proviennent de cette volonté de démocratiser l'informatique, et de la faire pénétrer et de créer l'informatique personnelle. Ça, c'est un extrait du site de Adobe. Innover sans avoir à vous former à de nouveaux logiciels. Donc ça, c'est vraiment ce qui est mis en avant. Explorer des outils familiers pour donner aisément libre cours à votre créativité au sein d'un univers élargi d'applications de création. Donc vous voyez que la première chose, c'est la facilité d'utilisation. C'est ça qui est mis en avant par Adobe. Et c'est vrai que quand on ouvre InDesign pour la première fois, ça prend à peu près 5 minutes avant de... Voilà, c'est comme Word, c'est extrêmement facile. La question, c'est est-ce qu'un outil extrêmement facile d'utilisation, est-ce que c'est le plus adapté pour un designer professionnel et surtout un designer qui a une pratique d'auteur? Bon, on peut s'interroger. Très tôt, dans la critique, ce fait-là a été énoncé. Ça, c'est une citation d'un article très, très précoce publié dans iMagazine en 1995. Le nouvel environnement généré par les ordinateurs est un espace où la facilité d'utilisation pour l'utilisateur prend le pas sur l'autorité de l'auteur, l'autorialité de l'auteur, comme on pourrait dire. Donc voilà, ça c'est Loretta Staples qui nous dit ça. Et la question, en fait, c'est que ces outils standards, ces outils normés, évidemment qu'ils ont une prégnance. Ça a été étudié par la suite beaucoup plus tard. Donc ça, c'était une espèce d'intuition du côté des critiques qui était formulée très tôt, mais ça a pris quand même bien une dizaine, voire une quinzaine d'années avant d'être vraiment intégré dans le champ de la théorie, et notamment avec ce qu'on appelle aujourd'hui des software studies. En gros, c'est partir du principe... reprendre les méthodologies des Visual Studies et les appliquer au software et d'essayer de comprendre en jugeant sur pièce et en partant des objets quels sont les mécanismes internes propres au logiciel pour les décortiquer. Quelqu'un comme Lev Manovich est extrêmement important pour cette analyse des softwares et son livre Software Text Command est vraiment éclairant et donne beaucoup de choses. Il nous dit « Le logiciel porte en lui un ensemble de pratiques et de conventions sociales et économiques de laquelle résulte une nouvelle forme de contrôle non coercitive mais néanmoins puissante. » Donc, le logiciel a une prégnance, c'est démontré et extrêmement simple. Voilà. D'autres articles ont été publiés, notamment dans iMagazine, qui a été assez central à un moment sur cette question-là. Un auteur comme David Crow parle de « the illusion of completeness », c'est-à-dire l'illusion de la complétude, l'impression qu'avec un logiciel, on peut tout faire. Ce qui est évidemment faux. Chaque outil a une destination. Essayez donc de planter un clou avec un crayon, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, comment on fait une fois qu'on a dit ça ? Alors, il est intéressant, je pense, de regarder un autre champ, d'autres types d'interfaces qui existent et qui ont existé beaucoup plus tôt. Les premiers ordinateurs centraux étaient des gros ordinateurs, des grandes machines dans les banques, les administrations. On avait un gros poste central et puis tout un tas d'opérateurs qui se connectaient sur cette machine et qui pouvaient l'interroger pour recevoir des réponses. Ce que vous voyez là, c'est un IBM 704, c'est le premier mainframe numérique commercialisé par la société IBM. Avec ces mainframes, au fil du temps, donc ça date du milieu des années 50, 54 exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, avec ces mainframes sont apparus tout un paquet de systèmes d'exploitation, et notamment un système d'exploitation qui s'est appelé Unix, qui a été développé au Bell Labs dans les années 70. Et Unix est un système d'exploitation destiné à tourner sur ces grosses machines et à recevoir les commandes d'utilisateurs qui sont dispatchés partout dans les bureaux.
Alors les utilisateurs à l'époque interagissent avec la machine centrale, avec ces objets-là qui ressemblent à des machines à écrire. On tape les choses sur le clavier, et puis on a des petits boutons à gauche, on dit send, ça envoie la commande, et puis l'ordinateur déclenche l'impression de la réponse sur le papier. Voilà, donc c'est une logique hyper simple, mais en fait qui est basée sur les notions de input-output. On entre, ça sort. Et en fait, ces notions de entrée-sortie s'intègrent directement dans Unix. Et Unix est un système extrêmement intéressant parce qu'il est composable, c'est-à-dire qu'il est fait de petites briques interconnectées qui communiquent entre elles avec des standards, des logiciels, enfin des protocoles de communication standards. Bon, au fur et à mesure des années, ces terminaux se sophistiquent, mais c'est guère que la même chose. Hein. Là, il y a un écran cathodique, mais en fait, c'est exactement les mêmes métaphores. Aujourd'hui, Unix a été supplanté dans le champ de l'informatique personnelle par un système d'exploitation libre qui s'appelle GNU Linux. Je ne vais pas parler tout de suite du logiciel libre, on va en parler par la suite. Sous Linux, on a tout un tas d'interfaces graphiques ou d'interfaces textuelles qui permettent d'interagir avec l'ordinateur de manière assez simple et extrêmement puissante. Donc ça, c'est une vue de ce que peut avoir un développeur quand il a ouvert 2 fichiers de texte de programmation, un fichier hexadécimal, 2 navigateurs web, et ici, ce qu'on appelle un shell. Un shell, en gros, c'est une interface en ligne de commande qui permet d'automatiser les choses. Voilà, alors, bon, ça peut paraître extrêmement aride, il y a tout un folklore qui accompagne cette esthétique-là, ce qu'on appelle la culture hacker, voilà, qui est incarnée par des gens comme Richard Stallman, enfin voilà, c'est très... je ne vais pas en parler là parce qu'on n'a pas le temps, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la puissance d'Unix, c'est cette connexion standard entre les éléments d'un programme. Et dans le shell, il y a cette fonction extrêmement simple qui permet d'envoyer les résultats d'un programme 1 vers un programme 2 avec un simple signe qui s'appelle le pipe, pour pipeline, le trait droit là. Et en gros, ça permet de chaîner les instructions et d'interagir avec la machine de manière extrêmement rapide. Alors, comment ces interfaces de programmation, ces méthodologies-là, comment est-ce qu'elles peuvent bien servir aux graphistes? Parce que c'est vrai que ça paraît complètement déconnecté. D'un côté, on a plutôt des administrateurs système, des professionnels du développement. De l'autre, des graphistes qui sont des gens qui viennent du dessin, qui viennent des écoles d'art ou qui viennent du champ de l'ingénierie, mais qui n'ont pas de connaissances en programmation. Alors, très tôt, en fait, ça s'est posé, et une première réponse a été... quelque chose qui s'appelle TeX. TeX, c'est T-E-X. C'est un espèce de langage de description graphique. Donc à gauche, vous avez un document Word. À droite, un document en LaTeX ou en TeX, c'est la même chose, en gros. Ça a été développé en 1984 par Leslie Lamport. Et en gros, ça permet de scripter un document uniquement avec du texte et d'en définir la mise en page uniquement avec des instructions textuelles. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée une communication et un passage direct entre le texte en tant que donnée et le programme, et le texte qui sera à lire. Donc on a du texte à tous les endroits, mais qui est du texte qui est de la donnée, de la fonction, du programme, et en même temps, à la fin, un texte à lire. Donc voilà 2 documents qui sont issus de LaTeX. Vous voyez que c'est quand même assez difficile de produire des formes qui sont assez intéressantes, mais c'est quand même le premier exemple. À mon avis, une chose qui est plus intéressante avec LaTeX, c'est qu'il était adossé à un système de typographie paramétrique qui s'appelait Metafont, qui a été développé dès 1977 par Donald Knuth, un des pionniers de l'art numérique, et qui était intégré à LaTeX. Et donc, autour d'un squelette et d'un système de tracé, Metafont permettait d'en moduler des paramètres de rondeur, d'orientation, de contraste, de chasse, de hauteur d'X, enfin il y a tout un tas de paramètres. Alors c'est extrêmement difficile à utiliser aujourd'hui, les langages n'existent plus, mais vous pouvez aller voir un site qui s'appelle Metaflop qui a réimplémenté tout un paquet de fonctions avec quelques squelettes de Metafont, et ça permet comme ça de faire un revival de Metafont. Je sais que les geeks de OSP ont fait un projet qui s'appelle Metafranquin, qui est assez formidable, où ils ont réussi à refaire marcher Metafont pour diffuser des typographies de Franquin. Enfin, ils ont numérisé l'écriture de Franquin, et c'est assez incroyable. Donc, voilà, des interfaces de programmation qui sont complexes, qui sont en même temps
faites par des non-professionnels du design. Il faut savoir que TeX est destiné à la publication scientifique. C'est fait pour les computer scientists qui ont besoin de publier des papiers scientifiques, mais qui ont aucune idée de la forme graphique. Et donc, en fait, ils scriptent leur mise en forme de cette manière-là. Et en fait, ça produit un PDF qui va très bien parce qu'il est à peu près composé correctement. Mais pour les graphistes, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais lister quelques possibilités. Les premières possibilités en termes d'ouverture vers la programmation, on a tendance à beaucoup cracher dans la soupe, mais mine de rien, Adobe a ouvert assez tôt une interface de programmation pour ces logiciels qui s'appelle ExtendScript Toolkit, qui permet de scripter en JavaScript les logiciels comme Illustrator, InDesign, Photoshop. Voilà, c'est une interface de programmation de ce type-là. Donc l'expérience de programmation est détestable. Il n'y a aucune complétion de code, aucune aide à la programmation, aucune documentation, pas de communauté, pas de possibilité d'ajouter des fonctions. Donc ça marche, mais il faut être courageux. Il faut être courageux et d'autant plus qu'en fait, la question c'est que l'implémentation, ce qu'on appelle l'API, Application Programming Interface, du logiciel, le nom que les fonctions portent dans le logiciel change à toutes les versions. Donc en fait, les scripts que vous pouvez écrire sont périmés d'une version à l'autre. Donc je ne sais même pas ce que ça donne avec CC, mais voilà, j'ai même pas envie d'essayer. Alors, il faut être courageux. Il y a des initiatives pour démocratiser cette API de InDesign, une initiative notamment portée par l'école d'art de Basel qui s'appelle basil.js. Je vous invite à aller voir. J'avoue, j'y crois pas beaucoup. On va parler de la suite des expériences plus porteuses. Je vous parle très vite de Scriptographer qui implémentait des fonctions de dessin et de programmation dans Illustrator. C'est un projet qui a été initié par quelqu'un qui s'appelle Jörg Lenny, qui a été assez important. Mais en fait, Jörg Lenny, malgré ses relances auprès de Adobe pour maintenir une API qui soit à peu près stable à toutes les versions, au bout d'un moment, il a arrêté. Et ce qui s'est passé de manière extrêmement intéressante, c'est qu'il s'est dit, bon, bah, voilà, il n'y a plus rien à faire avec les logiciels Adobe, je vais développer le même système de dessin vectoriel programmable, mais pour le web. Et ce système-là s'appelle paper.js et ça permet d'interagir sur le web avec un format qui s'appelle SVG et de programmer de la même manière qu'on programmait Scriptographer, de programmer le web. Pourquoi le web ? Parce que l'avantage du web, en fait, c'est qu'il n'est pas lié à un éditeur de logiciel et qu'il y a tout un tas d'instances internationales du type du W3C, le World Wide Web Consortium, qui sont chargées de garantir la pérennité des langages et leur rétrocompatibilité. Et donc, en fait, de pallier à cette obsolescence des scripts et des programmes en proposant évidemment une lecture à long terme. Et surtout, on sait que vu que le langage n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Et tout le monde peut faire remonter, et il y a des groupes de pression de type pré-post-print pour faire remonter des recommandations au W3C pour que ça retombe partout. Donc, ce qui est intéressant avec le web aussi, c'est évidemment la structure du web. Il y a 3 éléments. HTML, qui est le langage, HTTP, qui est le protocole, URL, qui est le système d'adressage. Mais ce qui est intéressant, si on regarde plutôt du côté des langages, c'est le découplage entre les données d'un côté, le HTML. Le HTML, vous ne spécifiez aucun attribut de forme, vous êtes dans du contenu pur, et la forme qui est décrite par un langage qui s'appelle CSS, Cascading Style Sheet. Voilà. Et donc ça permet en fait de travailler sur le contenu de manière théorique, de manière conceptuelle, de concevoir un système à partir du HTML et ensuite d'en penser la mise en forme avec du CSS. Ce que les développeurs appellent la séparation des problèmes, l'isolation of concerns, c'est-à-dire en gros mettre les problèmes dans des boîtes pour ensuite penser à des éléments pensés en briques. Vous allez voir que ça, c'est quelque chose que je défends. Je vois que je suis en train de passer beaucoup de temps. Alors,
un outil qui permet d'intégrer toutes ces choses-là et de produire des objets imprimés, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a peut-être 5 ou 6 ans, le W3C a fait une recommandation qui s'appelle les Media Queries, qui permet en gros de spécifier la mise en forme en fonction du support sur lequel est représentée une page web. Et donc, ces Media Queries vont intégrer le support imprimé dans les recommandations. Et donc, on peut spécifier en CSS la taille du format d'impression, des échelles de caractères en points, des marges, un foliotage, etc. Pour accompagner ces spécifications-là, Open Source Publishing, qui est un groupe une caravane de graphistes qui est extrêmement importante dans ce champ-là, a développé un outil qui s'appelle HTML2Print, qui en gros permet tout un tas d'assistances et qui permet de régler tout un tas de problèmes très très concrets, et c'est en gros plus pratique de spécifier du CSS print avec HTML2Print. Et surtout, ça ouvre le fait de travailler avec les langages du web pour produire du print, et ça ouvre la création graphique à tout l'environnement de développement et toutes les méthodologies de travail qui sont propres au développement web et au logiciel libre. Donc, ici, là, c'est à gauche la page visualisée dans HTML2Print, à droite un espace qui s'appelle un inspecteur web qui permet d'inspecter le code et de le modifier en direct. Ça permet d'utiliser aussi les méthodologies de travail collaborative. Donc là, ça c'est l'arbre des modifications d'un projet sur GitHub. Je ne vais pas en parler tout de suite. Mais ce qui est important, c'est aussi que quand on programme, on ne visualise pas en direct les changements, et ce découplage du WYSIWYG, en fait, c'est-à-dire le fait de ne pas voir ce qu'on est en train de manipuler, ça permet de concevoir de manière abstraite les choses et de les concevoir en fonction du fond, en fonction de ce qui est décrit en termes de sens dans les éléments sémantiques du HTML. Et ça, c'est extrêmement fondateur pour une forme de pensée en système. Voilà, on va dire pour un design qui est plus conceptuel et dont les formes proviennent du sens. C'est une attitude qu'on défend. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette composabilité du design, comment on fait en fait pour sortir du silo proposé par Adobe, qui a un silo vertical avec un ensemble de logiciels qui se compressent et qui ne font qu'un bloc, ce qu'ils appellent la Creative Suite. Comment on fait pour sortir de ça et pour utiliser d'autres outils? Parce qu'un des enjeux, c'est évidemment de retrouver une forme d'autorialité en tant qu'auteur. Et comment ça peut se passer? À mon avis, une des réponses, c'est la question de la composabilité. Alors la composabilité, c'est une vaste question, ça vient de Church, des recherches en informatique et en mathématiques formelles. Une fonction composable, c'est l'action ou le mécanisme destiné à construire des fonctions complexes à partir de fonctions simples. En gros, on prend des briques, on les assemble et ça fait quelque chose de complexe. Refaites le lien avec le shell sous Unix et le système de pipe, où en fait les fonctions s'enchaînent les unes les autres, les résultats deviennent les arguments de la suivante. Donc voilà, ça vient du lambda calcul et des choses assez compliquées, mais c'est très simple en fait. Et à mon avis, une des manières, et ce que je défends comme attitude vis-à-vis du numérique, c'est plutôt de se dire que c'est plus intéressant de composer au besoin des petits outils, quitte à les développer, en fonction des projets, plutôt que de se mettre dans le silo de manière automatique et d'être mouliné par toutes les étapes de la suite Adobe. Je vais vous présenter 2 projets en vous expliquant le fonctionnement global de ces projets-là et comment est-ce que se sont articulés ces fonctions ou ces programmes composés entre eux. Ok. Ça, on n'est pas obligé. Alors, ces 2 projets qui répondent à une commande, il y a un cycle d'exposition qui s'appelle Mutation-Création, qui a été proposé au Centre Pompidou. C'est 2 projets de print de catalogue d'exposition. Donc, le premier, en fait, c'est un cycle de 4 expositions. On vient de sortir le 2e catalogue. Le premier était sur l'impression 3D. L'exposition s'appelait Imprimer le monde. Donc l'impression 3D, ce qui est singulier, c'est qu'en fait, on en a beaucoup parlé hier, mais c'est que la méthode de production des objets s'éloigne de la matrice industrielle qui reporte le même motif, et matrice qui coûte très cher et on le reporte sur plein de formes. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le déplacement d'un outil qui va créer la forme, et qui va en déposant de la matière.
Évidemment, nous, en tant que graphistes, ça nous est pensé au passage qui a eu lieu au milieu du XVe siècle, où l'écriture qui était tracée par des moines copistes s'est figée dans des matrices, justement. Et en fait, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut questionner ce passage-là, 500 ans avant nous, avec nos outils d'aujourd'hui ? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par travailler un squelette qui est un ductus. C'est-à-dire, un ductus, en calligraphie, c'est l'ordre, la séquence des tracés qui sont exécutés par la personne qui forme les lettres. Ce que vous voyez ici. Et donc, on a commencé par travailler un squelette qui permet de juste donner quel est le passage d'une plume. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de rejouer cette question du déplacement d'un outil, mais qui ne sera pas cette fois-ci une plume physique ou une extrudeuse qui va déposer du plastique, mais qui sera une forme de plume virtuelle qui en fait permet avec le même tracé, en fonction de moduler, en modulant les paramètres d'angle, de rondeur et de largeur de la plume virtuelle, d'avoir tout un vocabulaire et des expressions en termes typographiques de manière assez variable. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, pour donner la lisibilité de ce programme-là, on allait faire évoluer le caractère qui servait à la composition de l'ensemble du texte du livre, de double page en double page. Donc le caractère évolue de manière extrêmement progressive, vous ne le voyez pas forcément quand vous feuilletez le livre, mais par contre si vous sautez 10 pages, vous vous rendez compte qu'en fait la typographie a bougé, et voilà. Donc c'est une manière d'interroger cette nouvelle manière de produire des objets à partir d'un déplacement. Donc là je passe très rapidement de double page en double page sur le même texte pour que vous puissiez voir la diversité des expressions possibles. Voilà. Alors, si on fait un très rapide, si on brosse de manière assez rapide le process de production d'un livre comme ça, évidemment que ça, c'est des choses qui sont pas... Enfin, vous commencez pas un projet comme ça en ouvrant InDesign. Enfin, c'est pas faux d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est pas un process monolithique. On n'est pas c'est pas un bloc, quoi. Il y a pas une fonction prédéfinie qui vous dit faites évoluer une typo qui est dessinée par une plume virtuelle avec un contour suivant toutes les pages, quoi. Ça marche pas. Donc en fait, on est obligé de mobiliser un paquet d'outils et de les faire se parler entre eux. Ce que j'appelle la composabilité. Donc évidemment que, il y a rien de secret. InDesign est un logiciel formidable pour faire des maquettes, et donc on a travaillé avec ça. On pourra reparler de cette... Moi, je défends un point de vue très pragmatique par rapport à la question de l'ouverture et du logiciel libre, qui est plus proche de l'open source que du libre, mais on en discutera. Donc effectivement, on a fait des recherches dans InDesign, mais on s'est rendu compte qu'en fait nos caractères, on ne pouvait pas l'utiliser s'ils n'avaient pas d'épaisseur. Donc en fait, on a généré une épaisseur avec notre ductus dans FontLab. Et puis en fait, on a du coup fait toute l'exécution avec un caractère de simulation dans InDesign en important des images dont la séparation était faite dans Photoshop. Et tout ça, tous les PDF, on les a mis dans ExtremeScript Toolkit, qui nous a posé avec notre outil virtuel sur toutes les pages notre script. En parallèle, on avait généré la couverture avec des outils de fabrication numérique qui provenaient de FAO, fabrication assistée par ordinateur, dans Rhinocam, qui sont passés par Inkscape pour mouliner les données. Et ensuite, tout ça est aussi passé dans notre script de génération de caractères pour être réimporté, l'ensemble étant réimporté dans InDesign pour compiler le fichier et sortir un PDF pour l'imprimeur. Parce qu'on peut faire beaucoup d'expérimentations au bout d'un moment avec des outils qui sont naissants, mais mine de rien, c'est quand même des projets qui sont dans un contexte réel. Il y a 2000 exemplaires en librairie, etc. Et donc, les process de fabrication ne tolèrent qu'assez peu les aléas. Et donc, on va vous parler d'un autre projet dont le processus de fabrication est plus complexe. Mais voilà, on a besoin, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution qui nous permette de nous passer d'InDesign pour la compilation du fichier à la fin. Et je pense que ça n'existe pas, mais c'est à venir. On va en parler. Donc, quelques doubles pages de Imprimer le monde. Le livre s'ouvre sur des images de process. Quelques pages de texte. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Il est là, je vous le ferai passer si ça vous intéresse. Des doubles pages qui parlent des artistes, ça c'est intéressant, c'est une image de Laurine Gallio qui a parlé hier, voilà. La couverture, dont je vous disais, qui est extraite en fait d'algorithmes utilisés en fabrication assistée par ordinateur, le détail
de script. Et le détail de la couverture, vous voyez qu'on a retracé le logo de Widmer, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Voilà, donc une première itération, donc ça fait un gros pavé comme ça. Hein, c'est ça, c'est un gros truc notre idée c'était que ça soit aussi tridimensionnel. Et en fait, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on faisait pour la seconde itération quand on a fait un livre un peu manifeste comme celui-là. Et bien de la même manière, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que donc la suivante, la dernière exposition là, qui a eu lieu, c'est appelée Coder le monde. Donc elle pose la question du rôle de la programmation et du computationnel dans différents champs, la musique, la danse, l'histoire, non pas l'histoire, la musique, la danse, le design, l'architecture, etc. Donc, comment est-ce qu'on se saisit d'un sujet aussi abstrait? Autant l'impression 3D, c'est très formel. Enfin voilà, à un moment, il y a du plastique, il y a des formes. Autant le code, c'est vraiment quelque chose d'abstrait. Et donc, on s'est dit que finalement, un des aspects qu'il fallait travailler et qui était peut-être assez peu exploré dans les textes aussi, c'était le rapport entre les données et les programmes. C'est-à-dire que le code peut être aussi bien utilisé pour décrire, pour encoder des données, pour ajouter des métadonnées à un texte, par exemple, que pour en décrire, effectuer des actions et mouliner des données. C'est d'ailleurs, il y a certains langages où il n'y a même pas de distinction entre données et programmes. Je pense à des langages comme Lisp, où tout est fonction, et toutes les fonctions se composent entre elles. C'est assez vertigineux comme type de fonctionnement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah tiens, on va commencer par prendre le texte brut. Donc ça, c'est un élément d'une timeline. Il y a des timelines dans l'exposition. Et puis, on va, déjà pour se donner un peu de matière à travailler, on va ajouter des informations. On va donner des choses à lire à la machine. En gros, on va enrichir le texte de métadonnées. Savoir qu'en fait, vous voyez ici que HTML, là, ce que vous voyez à droite, qui est en rose, c'est un langage. Savoir que Tim Berners-Lee, c'est quelqu'un, et que Robert Caillot aussi. Voilà. Donc ça donne des données au programme, et ça permet ensuite d'être manipulé. Alors, on s'est conformé à une norme qui s'appelle le Text Encoding Initiative, qui est une norme un peu utopique, qui a été formulée dans les années 80, qui était destinée pour le champ des humanités numériques, à enrichir l'ensemble des publications scientifiques pour les interconnecter entre elles. Enfin, il y a toute une histoire du fantasme de l'interconnexion des textes qui vient de Nelson et qui vient de... Bon, Emmanuel connaît très bien ça. Donc, voilà, on a donné ça à la machine. Donc, voilà, ça ne se voit pas forcément dans la mise en forme de certains textes, mais ça s'est joué à un autre endroit du livre. Donc, voilà, donc, très bien. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on allait, pour ce projet-là, on s'est dit, bon, on va s'y coller, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, de générer des livres avec du code. Là, on a un gros projet, vas-y, on va couler 272 pages avec du HTML, et puis on va voir ce qui se passe. Simplement, c'est pas simple de travailler. Enfin, avec HTML2Print, on peut faire un 16 pages assez facilement en codant à la main le HTML. Quand on a 272 pages de texte dense avec des notes de bas de page, etc., c'est juste impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur le web quand on a besoin de gérer beaucoup de contenu? On développe un CMS, un Content Management System, un système de gestion de contenu, une interface d'administration. Donc, il n'y en avait pas avec HTML2Print, donc on en a créé un. On a créé en fait ce qu'on appelle un CMS statique. En gros, enfin static file CMS. En gros, le contenu est ventilé dans des dossiers, dans des fichiers texte, qui nous permettent de travailler de manière distincte chaque texte et chaque élément. Donc là, vous voyez, on est dans la timeline langage. Là, voilà tous les items de la timeline langage. On a un petit essai, le nom de la section, etc. Donc là, je me balade dans l'arborescence de gestion du contenu, parce qu'on ne peut pas avoir tout ça compilé. On a besoin d'un script qui compile ça. Donc là, il y a un script en PHP qui va lire toutes ces choses-là, qui va compiler et produire l'ensemble du déroulé du livre. Donc, ça permet aussi d'avoir une autre forme de workflow, c'est-à-dire que tout d'un coup, le système de travail, le processus de travail n'est plus lié à la forme, mais est lié à une architecture du contenu qui est une architecture locale sur laquelle on travaille sur du texte brut. Et ça change tout. Ça change tout. Alors,
Vous allez voir ce que ça produit à la fin. Mais avant, j'aimerais vous parler du process de travail. Donc, de la même manière, on commence en haut à gauche avec des recherches graphiques sur InDesign parce que finalement, c'est pratique, ça marche bien. Alors, on fait des croquis à la main, on les cale dans InDesign, et puis assez vite, ça passe en HTML et en CSS. On fait des gabarits. Puis d'un coup, on a besoin de couler plusieurs pages, on passe sur un HTML2Print. En parallèle, on a développé donc, ce CMS statique. Donc les fichiers sont encodés en YAML et en Markdown. C'est des formats de fichiers texte qui permettent de travailler à la main de manière assez simple. Tout ça va dans un CMS en PHP qui envoie aussi, donc vous voyez, HTML2Print reçoit du HTML et du CSS et le contenu en PHP. Et tout ça va dans Safari. On sort un PDF qui est généré par l'interpréteur PDF de Safari. Ça va dans Acrobat pour faire une conversion couleur. Et ensuite, dans InDesign, on compile la séparation des images qui a été faite dans Photoshop et la génération de la couverture qui est un script processing qui est un peu différent. Et en fait, pour faire quoi? Parce que c'est un peu la question. Ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, ces données-là, on allait donner à lire le contenu et on allait en fait créer un espèce d'hypertexte, un espèce de texte avec des passages. On va dire que finalement, le fait d'avoir balisé l'ensemble du contenu nous permet d'isoler tout un tas d'éléments et d'isoler notamment tous les noms propres. En fait, qu'est-ce que ça fait de créer comme ça un index des noms propres? Eh bien, ça donne aussi un univers et une filiation à ces technologies-là. Vous voyez que le passage entre... Alors, évidemment, c'est difficile de connaître tout le monde, mais de Aristote à Farah Atassi, en passant par Charles Babbage, Jean-Sébastien Bach, Francis Bacon, etc., Walter Benjamin. Mine de rien, donc le livre s'ouvre sur 48 pages d'index, comme ça. C'est assez long. On se dit qu'en fait, c'est aussi du contenu, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un index pour aller voir à l'intérieur, c'est aussi à lire en tant que tel. C'est aussi un texte qui se comporte comme texte. Une forme de texte peut-être plus poétique, moins articulée, mais qui est du contenu. Donc, ça s'ouvre sur des index. Donc, un index des noms, un index des œuvres, un index des langages. Donc, ça permet aussi de visualiser les récurrences. C'est-à-dire que vous voyez que le Fortran, par exemple, est un langage qui est évoqué beaucoup de fois dans le livre, et puis Etherpad, on n'en parle qu'une fois. Alors c'est langage et programme. Bon. Voilà, donc vous allez voir qu'en fait, il y a 48 pages d'index, et ensuite on arrive dans les textes. Donc les textes sont composés de manière assez simple et très classique, avec un caractère qui fait référence à un univers classique qui est une espèce de garamond, mais un garamond qui est trop parfait pour avoir été dessiné à la main. C'est un caractère qui est défini qui s'appelle cardinal et qui est défini par son créateur Johan Minet comme un androïde en fait, c'est-à-dire qu'il est trop parfait pour être vrai. Je vous renvoie à Blade Runner sur ces questions-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le texte, à chaque élément qui est tagué, on a créé une référence croisée vers toutes les pages qui en faisaient mention. C'est-à-dire que là, quand vous êtes en train de lire, puis trackers, et en fait, il y a une autre mention de trackers, page 140, etc. Et ça vient sur tous les éléments qui sont balisés, donc tous les noms propres, tous les noms d'œuvres et tous les noms de langage. Ce qui permet en fait d'avoir une lecture comme ça, à la fois possible dans le flux du texte, et en même temps hypertextuelle et ramifiée potentiellement. Vous voyez le détail, c'est assez. Du coup, ça enrichit, ça complexifie le texte, ça lui donne une matière assez singulière. Mais par contre, ça permet de parler de cette question de qu'est-ce qui est derrière, quelle est la donnée et en quoi, et de caractériser aussi les types d'éléments textuels qui sont donnés à lire. Donc il y a aussi un langage particulier sur les notes de bas de page, je ne vais pas en parler. Donc vous voyez, la compo est très simple. Il y a des timelines qui sont représentées de cette manière-là et qui renvoient après aux détails par thématique de chacun des éléments. Et ensuite, évidemment, il y a un effet de collection entre ces deux livres. Vous voyez que c'est deux objets de ce type-là et qui ressemblent à ça. Donc, je veux dire, les choses sont données. Voilà, on souhaitait aussi faire référence au premier opus pour créer un ensemble, que ces 4 livres à terme soient un ensemble qui corresponde aux 4 expositions et que potentiellement ça puisse faire date et ça puisse être marqué dans le temps en se disant, ben voilà, tiens, entre 2018 et 2020, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 4 champs thématiques.
Donc voilà la couverture qui fait référence aux automates cellulaires de Stephen Wolfram qui reviennent un peu partout. Donc voilà, c'est une autre forme de complexité. Merci beaucoup, j'ai dépassé le temps de presque un quart d'heure, je suis désolé.